Du coup, moi, je suis le docteur Opi, je suis un médecin de neurophysio, je suis au 13e étage, et je m'occupe essentiellement de patients avec épilepsie, et on fait tous les 6 mois, du coup, à chaque fois pour les nouveaux internes, un petit topo sur l'épilepsie, depuis maintenant de nombreuses années avec Cédric. Euh, L'idée, c'est de voir un petit peu ce que c'est que l'épilepsie, et ce que vous allez être amené à voir potentiellement aux urgences, et comment gérer la situation. Les malaises au sens large, je pense que l'urgence ici à Pellegrin, ça doit être 30% des passages effectivement. Donc, c'est hyper fréquent. Parmi ça, il y a un certain nombre de patients qui présenteront des crises d'épilepsie. L'épilepsie, c'est 1% des personnes dans la population générale qui présenteront une crise d'épilepsie dans leur vie. Donc c'est hyper fréquent, d'accord? L'épilepsie pharmacorésistante, donc qui résiste aux médicaments, c'est 30% de ces 1%. Enfin, ça fait un truc plus fréquent que la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques réunies. En termes de fréquence, vous allez forcément en voir au cours de votre passage aux urgences, même si vous restez que 6 mois. Donc l'idée, c'est de bien expliquer d'abord la nature du malaise. Le patient il arrive avec un malaise, il n'arrive pas pour une crise d'épilepsie en général. Enfin, c'est à vous de dire que c'est une crise d'épilepsie, même si le SAMU vous dit que c'est une crise. Fermez ça. Ensuite, de voir si ça rentre ou pas dans le cadre d'une potentielle du coup avec une prise en charge neurologique spécifique, qui ne peut pas faire aux urgences à mon sens, et rechercher éventuellement une étiologie particulière. D'accord. euh, L'idée, c'est qu'on n'est pas très nombreux, c'est d'échanger. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poser pendant qu'on parle. On va juste fermer la porte. Euh, c'est bon, c'est bon. Du coup, la première chose, c'est de bien différencier, et ça, je pense que c'est le truc le plus important quand on va arriver à un patient qui a fait un malaise et potentiellement une crise d'épilepsie, différencier le symptôme de la maladie, d'accord? La crise d'épilepsie, c'est un symptôme. Ça ne signifie pas que votre patient est épileptique. Je ne pas dire le contraire. C'est un symptôme d'une manifestation, c'est une manifestation clinique, hein, d'accord, de neurones qui sont à un moment donné hyper excitables, hyper synchrones. Ça peut être lié à une épilepsie maladie, d'accord, donc une maladie chronique, soit à n'importe quel type d'agression cérébrale en fait, hein, aiguë, type traumatisme crânien à la phase aiguë, accident vasculaire à la phase aiguë, méningite à la phase aiguë, etc., etc. Sevrage en alcool, en azo, prise de toxiques. Vous connaissez le tableau, mais c'est important. Parce que c'est sur une crise d'épilepsie simple, unique, on ne met pas de traitement. Sur une épilepsie maladie, donc avec un risque de présenter des crises de façon répétée, spontanément, là, on va mettre un traitement. Encore une fois, je pense que ce n'est pas le lieu des urgences de mettre en route un traitement antiépileptique, sauf si derrière, vous êtes sûr qu'il y a une consultation spécialisée. Euh, L'épilepsie maladie, en soi, c'est une maladie chronique, donc, et c'est pas que des crises, c'est tout un corollaire de comorbidité associée, essentiellement les plus handicapantes en termes de qualité de vie, neurocognitif ou neuropsychiatrique. Mais pas que, hein, on peut avoir des comorbidités orthopédiques, par exemple, sur les encéphalopathes lourds, etc., etc. D'accord. Et le dernier point, qui vous concerne un peu moins aux urgences, en tout cas aux urgences adultes, c'est les syndromes épileptiques. Donc là, en médecine, un syndrome, c'est une association non fortuite, non aléatoire de signes et de symptômes qui nous permet de caser les patients dans une même catégorie avec un pronostic à peu près similaire, un traitement à peu près similaire. D'accord. En épilepsie, c'est pareil. Pour caler les patients, mettre les patients dans des cases, si je puis dire, on va regarder l'âge de début. On ne fait pas une épilepsie absente de l'enfant à 8 mois, on ne fait pas un syndrome de West à 12 ans. D'accord. Un ou plusieurs types de crises. Si je reprends l'exemple de l'épilepsie absente de l'enfant, que vous ne connaissez pas aux urgences adultes, mais pour illustrer le principe, c'est que vous avez des absences, des ruptures de contact brutales, plusieurs dizaines de fois par jour, de courte durée, avec une reprise de conscience immédiate. Des caractéristiques EEG, toujours sur l'épilepsie absente, c'est des pointons d'un 3 Hz, généralisés sur l'ensemble du scalp, et puis une évolution neuropsychologique qui peut être plus ou moins péjorative. L'épilepsie absente, toujours, l'évolution, elle est normale, avec un enfant qui va guérir à l'adolescence, qui ne va plus faire de crise, et qui ne va pas se détériorer sur le plan cognitif. Un syndrome de West, par exemple, si vous ne le traitez pas agressivement, on va se retrouver avec une encéphalopathie sévère et un enfant non communicant. Donc ça, c'était le premier point des définitions. Donc comment on va
parler, quand est-ce qu'on va parler d'épilepsie maladie? On va parler d'épilepsie maladie quand on va avoir un risque de récidive qui va être élevé. Ce risque de récidive, on va le juger sur différents critères. La première, c'est la répétition des crises spontanées. Alors, une crise spontanée, c'est une crise qui n'est pas favorisée par quelque chose de particulier. Donc, en l'occurrence, c'est par exemple, c'est pas une crise qui est liée à un sevrage, c'est pas une crise qui est liée à une crise de toxique, c'est pas une crise qui est liée à toute agression cérébrale aiguë. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc, si vous avez une crise sans facteur favorisant évident, la dette de sommeil n'est pas un facteur favorisant suffisant jusqu'à preuve du contraire. Hein. Vous avez tous fait des nuits blanches en garde. Vous n'avez jamais fait, enfin, j'espère pour vous, de crise d'épilepsie derrière. Euh, mais donc, si on a un patient qui répète au moins une crise d'épilepsie à plus de 24 heures avec un intervalle de plus de 24 heures, on considère que si deux crises surviennent dans les mêmes 24 heures, c'est un seul et même épisode. Donc, si on a deux crises à plus de 24 heures d'intervalle, jusqu'à preuve du contraire, on a une épilepsie maladie, on débutera un traitement. Si on n'a qu'une seule crise, et ce qui arrive le plus souvent, le patient il arrive aux urgences, il a fait un malaise, l'anamnèse vous évoque plutôt une crise d'épilepsie, vous allez chercher des arguments pour vous dire qu'il y a un risque de récidive. Ça, en théorie, ça peut être fait aux urgences. Derrière, la mise en route du traitement, encore une fois, doit se faire par un spécialiste. Pour différentes raisons sur lesquelles on pourra revenir après. Du coup, pour juger du risque de récidive, on va faire, en théorie, un électroencéphalogramme. Dans l'idéal, l'électroencéphalogramme, si vous regardez dans les textes, il est fait dans les 48 heures, parce que c'est à ce moment-là qu'on a le maximum de chances d'obtenir des anomalies épileptiques sur un tracé. D'accord? En pratique, c'est pas toujours possible, hein, dans le week-end, par exemple, des choses comme ça. Néanmoins, si vous êtes aux urgences, vous avez une suspicion d'épilepsie, vous demandez un EEG. D'accord? On a de la chance d'être dans un CHU avec l'accessibilité à l'EEG quand même qui est élevée. C'est facile d'avoir un EEG. Peut-être que vous pensez que c'est pas évident, mais en fait, si vous demandez un EEG pour une première crise, on essaiera toujours de le faire si c'est possible. Les patients, ils montent, on fait l'EEG. Vous avez au moins une première réponse. D'accord? Si vous êtes sur le week-end, ou si vous êtes sur la nuit, et que vous avez vraiment une première crise, je ne parle pas des fourmis dans le bout du doigt qui ont récupéré avec une IRM normale. Ça, la preuve du contraire, c'est pas une crise. Hein, d'accord? Une crise d'épilepsie généralisée ou une crise d'épilepsie focale, etc. Et que vous avez envie d'avoir un EEG. Pas si vous avez envie d'avoir un EEG, vous avez envie d'avoir une évaluation. Il y a une consultation de première crise qui existe au CHU ici. Vous avez peut-être déjà fait des demandes. Cette consultation, elle est dédiée pour les patients qui ont fait une première crise, suspicion de première crise en tout cas. Et ils auront l'électroencéphalogramme, et surtout, au-delà de l'électroencéphalogramme, ils auront la consultation médicale derrière pour essayer de définir ce que c'est que le malaise que vous avez objectivé aux urgences et voir s'il faut mettre en route un traitement. Donc, cette consultation première crise, elle est vraiment dédiée aux patients, en théorie, qui justifient cette première crise. Les patients qui ont fait un déficit neurologique transitoire brutal à IRM normal, c'est pas de la première crise. Enfin, c'est de l'AIT jusqu'à preuve du contraire, même si régulièrement, on vous dit, mets-le sur la première crise, vous faites-lui un EG, on verra bien. Ça, c'est beauté en touche et laisser les autres se débrouiller. Vous êtes des spécialistes, vous êtes encore en formation, vous êtes des spécialistes, vous avez votre spécialité d'urgence, vous êtes capable de faire des diagnostics, il ne faut pas forcément systématiquement demander l'avis neurologique. Je pense que vous avez aussi vos spécificités de médecin et il faut savoir les mettre en avant, hein, c'est important pour vous. Deuxième chose, c'est l'imagerie cérébrale. En théorie, pourquoi? Parce que, alors, je termine juste sur le G. Si on voit des anomalies épileptiques sur le G, c'est-à-dire si on a des pointes, des polypointes rondes ou des polypointes, ou bien des anomalies qui sont très épileptiformes, il est élevé à 10 ans. D'accord? Du coup, on va mettre en route un traitement. Bon, avec l'accord du patient, etc., etc. D'accord? Pareil pour l'imagerie cérébrale. Ce qu'on va rechercher sur l'imagerie cérébrale, c'est une lésion potentiellement épileptogène. Donc, c'est une lésion qui peut potentiellement déclencher des crises. Donc, de débrouillage aux urgences, c'est le scanner. En pratique, si on pouvait, on ferait une IRM à tous les patients. D'accord? Ce qu'on recherche en imagerie cérébrale, ça va être tout type de lésion structurelle qui peut donner des crises, séquelles vasculaires, séquelles de traumatisme crânien, mais aussi tout ce qui est malformation du développement cortical qui sont pour les crises focales, même si les crises focales secondairement généralisées, l'étiologie la plus fréquente chez le sujet jeune. Chez le sujet âgé, ça va être la tumeur cérébrale et l'AVC, d'accord? Enfin, les séquelles de l'AVC. Donc, si on a une lésion cérébrale préexistante, effectivement, on est sur un risque de récidive élevé. Et alors, ça vous arrivera peut-être un petit peu moins chez l'adulte, encore que tout trouble du neurodéveloppement. Ça, vous avez un patient qui a un trouble du neurodéveloppement est à risque de refaire des crises s'il a fait une première crise. Donc, ça veut dire, à condition qu'il n'y ait pas d'autres facteurs favorisants.
tout ce qui est retard des acquisitions déjà présentes, tout ce qui est éventuellement trouble du spectre autistique, etc. Donc, on discute juste de ces deux définitions de la crise et de la maladie parce que en fait derrière il y a une thérapeutique ciblée. Donc ça c'est pour vous rappeler, mais je vous en ai parlé tout à l'heure, juste l'incidence de l'épilepsie. Vous voyez que globalement la prévalence augmente avec l'âge. On a deux grands pics de fréquence chez le sujet jeune pour des raisons d'étiologie plutôt génétique et malformative, et chez le sujet âgé pour des raisons là plutôt vasculaires, dégénératives et tumorales. Mais sinon, vous voyez que ça peut survenir à n'importe quel âge. Alors la classification, je vous en parle en un clin d'œil, mais très rapidement pour que vous compreniez de quoi on parle quand on parle d'épilepsie focale et d'épilepsie généralisée. Vous l'avez déjà fait au cours de vos études, ça fait pas mal de refaire un petit point là-dessus. On va classer les épilepsies, les crises, classer plutôt les choses en trois axes. Le type de crise, dont découle le type d'épilepsie, éventuellement dont découle le syndrome, à côté après avec les étiologies et les comorbidités, simplement pour nous rappeler qu'à chaque étape de cette classification, il faut qu'on soit capable de se poser la question de l'étiologie, éventuellement des comorbidités associées, parce que ça va être important à prendre en soin. Le type de crise, on va avoir les crises d'épilepsie focale. Donc, les crises d'épilepsie focale, ce sont celles qui vont naître d'un endroit précis du cerveau et qui vont se développer au sein des structures cérébrales, avec du coup une sémiologie qui va évoluer au fur et à mesure du temps en fonction des différentes structures cérébrales impliquées, en sachant qu'au bout d'un moment, elles peuvent se bilatéraliser et devenir généralisées tonico-cloniques. Les crises généralisées, elles vont débuter d'emblée de façon maximale. Donc il n'y a pas ce phénomène un peu temporel d'évolution au cours du temps. Elles sont d'emblée maximales. Donc elles sont soit avec des altérations du contact prédominant, c'est essentiellement les absences, plutôt chez les enfants, vous n'en verrez pas trop chez les adultes, ou bien le plus classique, c'est la crise généralisée tonico-clonique. D'accord? Mais d'emblée, le patient, il se réveille et il a des clones. D'accord? Il n'y a pas cette marche progressive, temporelle qu'on retrouve dans la crise focale. Ça se traduit par un EEG particulier, hein, c'est-à-dire que l'EEG d'une crise focale, on va avoir une décharge à l'endroit particulier où on voit la crise, puis ça va se propager au sein des structures adjacentes. La crise généralisée, si on fait un EEG au moment de la crise généralisée, on voit des anomalies épileptiques sur tout le scalp en même temps, de façon synchrone. De là découle le type d'épilepsie. Type d'épilepsie, si on n'a que des crises focales, c'est une épilepsie focale. Si on n'a que des crises généralisées, c'est une épilepsie généralisée. Il y a certains syndromes plus rares où on a des crises d'épilepsie à la fois focales et à la fois généralisées. Les Lennox-Gastaut, ce genre de choses. D'accord? Et après le syndrome, bon, qui est, à mon sens, de l'ordre du spécialiste. Donc la crise généralisée, ce que je vous ai expliqué, ça départ d'emblée sur l'ensemble du scalp, en des anomalies généralisées sur le G. La crise focale, c'est un processus dynamique qui va se développer au cours du temps avec une première modification. Oui, ça se voit. Une première modification qui apparaît ici, puis après ça se propage au sein des différentes structures adjacentes. OK? Donc ça, c'est important parce que vous allez interroger votre patient. Si vous dit j'ai senti venir un truc, déjà, vous savez que c'est plutôt épilepsie focale. Si vous dit j'ai rien senti, vous ne savez pas trop si vous n'avez pas les témoins qui sont là. C'est là que ça va être important pour le diagnostic de la crise. Parce que ça, c'est ça qui vous a, c'est la deuxième chose qui va vous importer de façon très importante, bien entendu, aux urgences, c'est votre patient, il a fait un malaise, il n'a pas perdu connaissance, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, quand on va diagnostiquer la crise, on va essayer de suivre. Dans l'idéal, cet algorithme-là, c'est-à-dire qu'on va d'abord confirmer que c'est une crise d'épilepsie. Une perte de connaissance brutale, il n'y a pas 50 diagnostics en fait, hein. Le plus dangereux, ça va être la syncope cardiaque. Donc, vous allez faire forcément votre électroencéphalogramme avec des deux longs, etc. Rechercher si vous avez un bloc de branche ou un BAV sévère qui pourrait justifier une prise en charge cardiologique en urgence, parce que ça, c'est la chose potentiellement grave, d'accord? Enfin, mortelle. En général, on ne meurt pas d'une crise d'épilepsie. En général, ça existe. Il y a des morts subites liées à l'épilepsie, mais il y a des facteurs de risque quand même. Les malaises vagos, ça, typiquement, vous savez à quoi ça ressemble. Néanmoins, des fois, ça peut être un peu douteux. Bon, si vous avez un doute sur un malaise vagal versus une crise d'épilepsie, vous pouvez l'envoyer en consultation post-urgence. C'est pas grave. Malaise vagal, vous savez qu'il y a des symptômes vasovagaux qui remontent, enfin, les symptômes classiques. Je me sens pas bien, rétrécissement du champ visuel, nausée, la tête qui tourne, on perd connaissance. Ça dure pas longtemps, une minute, moins que ça même. Le patient, quand il se réveille, il sait où il est. Il ne sait pas ce qui s'est passé forcément, mais il sait où il est, il reconnaît les gens autour de lui. Sur une crise, pareil sur une syncope cardiaque, hein, les mécanismes sont à peu près similaires. Mais sur une crise d'épilepsie généralisée tonico-clonique, votre patient, il ne va pas savoir où il est. Il va être confus, désorienté pendant parfois de longues minutes. Ça, c'est quand même très très évocateur d'une crise d'épilepsie généralisée, d'accord? La morsure de langue. La morsure de langue, vous allez la chercher de façon un peu systématique. Vous allez la retrouver de temps en temps.
elle est sur le côté. Rarement sur le bout de la langue. Pourquoi sur le côté? Parce que déjà, c'est des grosses morsures. Si vous en avez vu, vous avez vu que les patients ils se font vraiment mal. Ça justifie parfois un peu de xylo, visqueuse, etc. pour soulager la douleur. Parce que la crise d'épilepsie généralisée tonico-clonique, c'est une contraction globale de tous les muscles du corps. Ok. Et la langue, c'est un muscle. Quand elle se contracte, elle s'étend dans la bouche. Elle passe entre les molaires et on se mord le côté de la langue. C'est le principe de la morsure latérale de l'angle, d'accord? Euh, On reviendra donc sur les crises d'épilepsie, diagnostic. Ensuite, il faut affirmer son caractère non provoqué. C'est-à-dire, si vous avez une épilepsie provoquée, symptomatique aiguë de quelque chose, vous n'allez pas la traiter. Vous allez essayer de traiter la cause éventuellement s'il y en a une à traiter. Rechercher ensuite des arguments en faveur d'une maladie épileptique, donc un risque de récidive. Ça, je pense que ça peut être le lieu de le faire aux urgences, d'accord? L'étiologie de façon un peu systématique, si possible aussi. Et le syndrome, ça, je pense que c'est pas les urgences le lieu de essayer de diagnostiquer un syndrome épileptique. Si vous pouvez, tant mieux, mais il y a quand même pas mal de choses à faire à côté de ça. Aux urgences, bon, argument en faveur d'une maladie épileptique, oui, avis spécialisé, mais on peut faire les examens nécessaires aux urgences. L'étiologie, ben, avis spécialisé en fonction, mais quand même le minimum vital aux urgences. Et ça, c'est de l'avis spécialisé. Donc le mal est suspect, votre diagnostic, vous allez le faire par l'anamnèse. Et quasiment uniquement par l'anamnèse. Ok. Le diagnostic d'un malaise vagal versus une crise d'épilepsie, c'est anamnestique. Cardio, c'est encore un petit peu autre chose. Votre patient, la plupart du temps, ceux qui ont eu des malaises aux urgences, il va arriver, amené par le SAMU, amené par les pompiers, amené par qui vous voulez, pour un malaise. Il a perdu connaissance et on vous dit, bah, il a fait une crise. En fait, vous ne savez pas vraiment ce qu'il a fait, mais en tout cas, il a fait un malaise. Il va parfois être capable de vous raconter les choses. Bah ouais, j'ai senti un truc venir, je me sentais pas bien, c'était le milieu de la nuit, j'avais la tête qui tournait, je me suis levé brutalement, je suis allé pisser, j'ai perdu connaissance. Déjà, ça vous évoque plutôt quelque chose qui n'est pas une crise d'épilepsie, mais plutôt un syncope vasovagal. Mais parfois, la plupart du temps même, le patient, il dit, je sais pas ce qui s'est passé, j'étais avec ma compagne sur le canapé en train de regarder la télé, et puis je me suis retrouvé aux urgences, ou dans le camion des pompiers. Là, déjà, ça commence à être évocateur d'une première crise probable. La confusion post-critique ou la désorientation post-critique, la récupération très prolongée est très évocatrice, même si ça peut être autre chose, notamment des crises psychogènes. Vous n'en verrez pas souvent aux urgences, mais vous pouvez en voir. Il faut faire attention à ça. Du coup, comme il peut rien vous raconter, votre patient, bah, vous allez chercher quelqu'un qui peut vous raconter. Et ça, c'est le job le plus chiant à faire, mais absolument nécessaire aux urgences, c'est d'aller chercher les témoins. Prenez votre téléphone, vous allez appeler les témoins. La plupart du temps, c'est un conjoint, c'est une conjointe, c'est un collègue de travail, etc. Mais eux, ils vont vous donner des informations qui sont parfois décisives pour poser le diagnostic si votre patient n'est pas capable de vous raconter quoi que ce soit. Il ne faut pas hésiter à appeler. Ça vous donne des arguments supplémentaires, ok? Et ensuite, on va faire éventuellement un bilan biologique. Donc, j'ai listé des choses, en fait, il ne faut pas tout faire, hein, d'accord? Le CG, ça me semble indispensable de toute façon, surtout malade. Il faut faire un ECG. Bon, je ne vais pas vous apprendre votre métier, vous le savez mieux que moi. La glycémie, une glycémie capillaire, c'est tellement facile à faire. Une hypoglycémie, ça peut donner tout type de malaise, y compris des crises d'épilepsie. Et c'est facile à faire, ça ne va pas forcément répondre à la question, parce que parfois, après une crise d'épilepsie, on a une hyperglycémie relative qui ne va pas forcément vous aider. Néanmoins, on est aux urgences, donc on va faire souvent un bilan sang. Un bilan sang essentiellement à la recherche d'une cause qui pourrait expliquer une épilepsie en vrai. Vous avez fait pas mal de bilans sang sur des crises d'épilepsie, peut-être déjà depuis que vous êtes là. Vous n'avez pas souvent retrouvé quelque chose. Euh, L'anatrémie, calcémie, calémie, magnésémie, enfin tous les bilans iono, vous allez éventuellement retrouver des choses, mais dans des contextes un peu particuliers. D'accord. Une hyponatrémie, vous allez la retrouver sur un SIADH, par exemple, ou sur une prise de médicaments hyponatrémiante, IPSRS ou des choses comme ça. C'est rare. Pour avoir une crise avec une hyponatrémie, même si c'est classiquement on décrit ça, il faut quand même avoir une natrémie aux alentours de 120. Donc, bien cogné. Ok. 130 de natrémie, ça ne donne pas de crise. 125, ça ne donne pas de crise non plus. Pareil pour la calcémie, la kaliémie, c'est quand même des choses un peu particulières. Par contre, ce qui peut vous orienter, et ce qui vous orientera le plus souvent, éventuellement aux urgences, c'est la LFS. D'accord? La numération, tout simplement. C'est peut-être le truc le plus simple à faire et qui vous orientera le plus. Si vous avez une hyperleucocytose, la polynucléaire neutrophile, sans syndrome inflammatoire associé, bien sûr,
C'est très évocateur d'une crise d'épilepsie généralisée tonico-clonique avec une démarginalisation. D'accord? Les leucocytes qui sont situés dans la paroi des vaisseaux vont avoir tendance à démarginaliser et se retrouver dans le système sanguin circulant. Donc les leucocytes vont augmenter, pas forcément beaucoup, hein, ils vont augmenter et c'est des neutrophiles. Ok? Donc si vous avez ça, c'est quand même évocateur. C'est facile à faire pour le coup, c'est assez évocateur. Les CPK sont très évocatrices aussi, d'accord? Sauf que elles ont une cinétique d'augmentation particulière. C'est-à-dire qu'au décours de la crise, elles vont être normales. 24 ou 48 heures après, elles vont être à 5-6 fois la normale. D'accord? Comme après un marathon, en fait. Après, si vous faites un marathon, vos CPK, à sortie du marathon, elles sont normales. 24 heures après, elles sont au plafond. Ok. Pourquoi? Parce que c'est un effort musculaire très intense, la crise d'épilepsie, qui dure plusieurs minutes, qui dure au moins 2 minutes. Et du coup, ça fait monter les CPK. Mais si vous faites les CPK à l'arrivée aux urgences, elles vont être à 250, elles vont être un truc comme ça, 0,5 fois la normale, ou voire normale, ça ne va pas vous orienter. Donc je ne vous encourage pas à faire les CPK, sauf si vous êtes capable de faire une cinétique derrière. Si vous avez la possibilité de faire une cinétique des CPK derrière, vous les faire à 24 heures. Mais aux urgences, l'ammoniémie, les toxiques, ça bien sûr, c'est le bilan hépatique, c'est vraiment patient dépendant si vous avez des points d'appel. L'ammoniémie ne va pas vous apporter grand-chose la plupart du temps, sauf s'il y a une encéphalopathie associée. Pareil pour le bilan hépatique. Et les toxiques, le plus souvent, si vous posez la question à votre patient, est-ce que vous avez pris de la cocaïne, est-ce que vous avez pris de l'alcool, est-ce que vous avez pris ceci, cela, il va vous répondre. Il ne vous répond pas, vous pouvez toujours faire les toxiques si vous avez un doute. Mais si vous devez faire qu'une seule chose, c'est éventuellement glycémie NFS et le iono simple, pourquoi pas. L'APL, l'APL, elle dépend uniquement d'un point d'appel infectieux. Si vous n'avez pas de point d'appel infectieux, vous ne faites pas l'APL. Alors, il n'y a pas la CRP dedans, mais je pense que si vous faites une NF, pour le coup, si vous avez une hyperacousta, c'est bien d'avoir la CRP. Du coup, ça va vous orienter après vers des diagnostics différentiels ou des crises provoquées, ou bien une crise non provoquée, donc une première crise aux urgences. Et c'est à ce moment-là qu'on va faire un EEG, éventuellement une imagerie cérébrale. Si votre patient alcoolique chronique qui s'est sevré en alcool depuis une semaine, il fait une crise d'épilepsie généralisée, en théorie, votre EEG ne va pas vous apporter grand-chose. Vous n'allez pas le traiter quoi qu'il arrive. D'accord? Votre petite mamie qui prend du Céresta depuis 10 ans et que son médecin n'a pas renouvelé et qui fait une crise d'épilepsie, elle a au sevrage au benzo, pareil, ça ne va pas vous apporter grand-chose, l'EEG, parce que c'est une crise symptomatique aiguë de quelque chose de particulier. D'accord? Sinon, demandez l'EEG. On essaiera toujours de le faire dans la mesure du possible. Ok? Il ne faut pas hésiter. Vous le demandez dans la journée, enfin vous avez l'habitude de remplir vos bons d'EEG, vous le demandez dans la journée, première crise, suspicion de première crise d'épilepsie. Et si jamais on vous répond que c'est pas possible pour X raison et que vous voulez pas garder le patient parce que tout est rassurant et que vous voulez le laisser sortir, il a fait une première crise, vous avez un argument fort pour penser qu'il a fait une première crise, consultation post-urgence. Ok? Juste qu'on ait une logique, vous ayez cette logique-là. Ok? Soyez décisionnaire de ce que vous faites. Vous avez des seniors qui sont là pour vous guider. Mais vous avez parfois des internes de neuro, des seniors de neuro qui bottent en touche, qui n'ont pas envie de voir les patients. Ça vous est tous arrivé. Je sais comment ça se passe aux urgences aussi. Vous avez un pouvoir de décision. Hein. Vous savez ce que vous faites aussi. Faites-vous confiance. Et faites confiance à vos seniors. Parfois plus qu'aux neuro. Et après, bon, nous, après, ça, c'est le reste du bilan qu'on va faire éventuellement, mais là, en service spécialisé. D'accord? Voilà, donc ça, c'est pour donc, le diagnostic de la crise. Les choses importantes que vous allez chercher, ce qu'on a dit, donc l'aura, est-ce que le patient il a senti venir quelque chose? Est-ce qu'il a une morsure latérale? Est-ce qu'il a des courbatures post-critiques? Donc les courbatures, elles vont en général avec l'augmentation de CPK. Elles surviennent 24-48 heures après, hein, comme quand vous avez fait du sport, quoi. Est-ce que les témoins, ils ont vu des mouvements normaux? Est-ce qu'ils ont décrit une confusion post-critique? D'accord. À partir de là, vous avez votre diagnostic. Alors, qu'est-ce que c'est que la crise provoquée, du coup? Ça, il faut l'avoir en tête. C'est toute crise qui va survenir dans les 24 heures qui suivent la constatation de certaines anomalies biologique. On a dit par exemple l'hyponatrémie à 120. Bon, si dans les 24 heures il y a une crise, c'est une crise provoquée liée à l'hyponatrémie, d'accord? En cas de sevrage brutal en toxique, en médicaments ou au contraire en intoxication aiguë, donc ça va être tout ce qui est drogue psychoactive, essentiellement cannabis, pardon, pas cannabis, mais cocaïne, héroïne, même si la consommation de cannabis peut favoriser des crises. Bien sûr l'alcool, certains médicaments spécifiques, type topagique, d'accord? Ça baisse le seuil épileptogène. D'autres médicaments spécifiques aussi, antidépresseurs tricycliques, etc., etc., plus ou moins les neuroleptiques. Et bon, il faut quand même qu'il y ait une cinétique entre la mise en route du traitement
et l'apparition de la crise. Si votre patient il prend du Topalgique parce qu'il a mal au dos depuis 6 mois, pas de raison qu'il refasse une crise, sauf s'il a augmenté sa dose. Ok. Tant que dure un saignement dans le cadre d'une malformation artério-veineuse ou d'une hémorragie cérébrale, donc tant que ça saigne, le patient est arrivé de faire une crise spontanée. Tant que persiste des signes cliniques biologiques et évolutifs dans le cas d'une maladie infectieuse, s'il y a une infection sévère, le patient peut faire une crise, même si ce n'est pas une méningo encéphalique. Okay. Et puis, une semaine dans les suites d'un AVC, d'un TC aigu, d'une intervention neurochirurgicale, d'une AEP, plutôt pour, vous ne les verrez pas souvent ici, ou d'une infection du système nerveux central. En fait, ça veut dire que si vous avez ça, et que vous avez une crise, vous avez le droit de temporiser et de ne pas mettre en route un traitement en cours, ou alors il faut se dire que si on met un traitement antiépileptique à visée symptomatique, hein, pour traiter le symptôme crise, si le patient est en crise, il faudra se dire qu'on ne sera pas forcément obligé de le garder pendant 2, 3 ans, comme on le fait sur une épilepsie. OK. Bon, ça, on en a parlé. Les explorations paracliniques, je vous en ai parlé aussi, donc à visée diagnostique, étiologique ou pronostique. Juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble un EEG, à quoi ça ressemble, ce qu'on parle, donc, alors c'est en anglais, hein, mais spike c'est pointe, sharp c'est onde aiguë, et puis vous avez spike and wave, c'est les pointes ondes, d'accord. Donc ça, c'est les anomalies EEG qui sont très évocatrices de crise d'épilepsie, voire pathognomoniques, d'accord, enfin de crise d'épilepsie, d'épilepsie sous-jacente, voire pathognomonique. Si on a ça sur un EEG d'un patient qui a fait une première crise, on sait qu'il a une maladie épileptique. Alors les grands principes de prise en soin, je vais aller rapidement là-dessus, j'ai aucune idée de l'heure qu'il est. 9 heures. Vous avez jusqu'à quelle heure? C'est une demi-heure? Oui. Ouais, peut-être, ouais, on va avancer. Prise en charge de la crise, une crise d'épilepsie généralisée tonico-clonique, il n'y a rien à faire, ça passe tout seul, on met le patient en position latérale de sécurité, on libère les voies aériennes supérieures, et on attend que ça passe. Si on peut mettre de l'oxygène, mais il pourra prendre l'oxygène au masque qu'une fois que sa crise sera finie, parce qu'en général, il y a une bloc-nez pendant la crise, de toute façon, il ne respire pas. Il n'y a pas de Rivotril en urgence, pas de Valium en urgence sur une crise d'épilepsie. Il faut attendre que ça passe. Si ça passe pas au bout de 5 minutes, là on est dans le critère d'un état de mal. Là on va bien entendu faire des transferts en urgence en maillot. Donc sinon c'est protégé. Ok. Prise en charge de l'épilepsie, c'est un traitement pharmacologique. À partir du moment où vous avez un patient qui a une épilepsie maladie, il faut mettre en route un traitement pharmacologique à longue durée d'action. Et là, c'est clairement pas du ressort de l'urgentiste pour le coup. Par contre, c'est du ressort du spécialiste pour plein de raisons différentes. Je ne sais pas que vous ne soyez pas capable de mettre en route ce traitement-là, mais c'est que derrière, il faut informer le patient sur plein de choses. Les effets secondaires des médicaments. Si vous mettez du Lamital, qui arrive parfois aux urgences, sur un petit papy qui a fait son AVC, le numéro vous dit mettez du Lamital, il faut qu'il soit vu derrière, parce que le Lamital, il peut y avoir des effets secondaires spécifiques, notamment des allergies cutanées graves avec des syndromes de l'aïeul. Okay, donc il y a plein de petites choses comme ça que vous n'êtes pas censé connaître aux urgences, c'est normal parce que c'est du ressort du spécialiste. Mais il faut aussi informer le patient du fait qu'il ne faut pas l'arrêter, combien de temps il faut le prendre. Il faut lui dire qu'il n'a pas le droit de conduire. Ça, c'est médico-légal, par contre. Hein. Un patient qui fait une première crise d'épilepsie, médico-légalement, il n'a pas le droit de conduire. C'est pas il n'a pas le droit de conduire jusqu'à ce qu'il voit le neurologue. Hein. C'est il n'a pas le droit de conduire pendant 6 mois sans crise. Ça, c'est la loi. Première crise, 6 mois sans conduire. Pour reprendre la conduite, c'est passer devant un médecin agréé du permis de conduire. Après, avis consultatif du neurologue. C'est chiant pour les patients. Et pour vous, c'est médico-légal de le mettre dans le courrier. Si vous ne le mettez pas dans le courrier et que votre patient, il sort, il repart en voiture, il fait un malaise, il a un accident de la route, vous pourriez être tenu pour responsable de ne pas avoir informé le patient. L'idée, c'est pas de vous faire peur, hein, c'est que vous sachiez qu'il faut le mettre. OK? Donc, c'est pour ça que ça nous arrive aussi d'oublier de le dire, mais c'est important. Il faut, c'est pour ça qu'il y a plein de choses qui sont, à mon sens, du ressort de la consultation neurologique. Parce qu'une annonce diagnostique d'épilepsie, même chez un petit mamie une petite mamie qui a fait son AVC, ça prend du temps. Du temps que vous n'avez pas aux urgences. Vous avez plein de choses à faire. Donc si vous mettez en route un traitement parce que le neurologue vous a dit mets du Lamital et puis augmente-le progressivement, je sais que ça se fait, d'accord, mais il faut que derrière il soit vu par un neuro. Mais ça peut être en ville, hein. Il n'y a pas besoin que ça soit au CHU. Hein. Il y a plein de neurologues en ville maintenant. Vous pouvez les envoyer sur les neurologues en ville. Je pense que le docteur Gradel a dû donner toute la liste des neurologues capables de voir des patients avec une épilepsie. Le docteur Gradel, c'est un des médecins d'épileptologie. Il a donné, si ce n'est à vous, au moins à vos seniors. On est en train de construire un truc un peu de prise en soin spécifique des crises d'épilepsie avec l'orientation derrière.
pour les urgences, avec les urgences. Donc ça devrait arriver incessamment sous peu. Bon, et puis la prise en charge de l'épilepsie pharmacorégistante, ça c'est pas du tout de votre ressort, c'est du ressort du spécialiste. Donc ça c'est ce que je disais. Pas de traitement d'urgence, juste pour que vous sachiez comment on choisit nos médicaments, juste par principe. Les médicaments, on va suivre un peu cet algorithme qu'on appelle sage.com, c'est facile à retenir, mais en fonction du syndrome épileptique, si c'est une épilepsie généralisée ou une épilepsie focale, on ne mettra pas toujours les mêmes traitements. Il y a certains médicaments qui vont être actifs sur tous les types d'épilepsie, d'autres qui vont avoir un spectre plus étroit sur les épilepsies focales et qui potentiellement peuvent aggraver des épilepsies généralisées. L'âge, bien entendu, chez l'enfant, la personne âgée, on adapte les doses. Le genre, c'est-à-dire chez la femme, en âge d'avoir des enfants, on fait attention à plusieurs choses. Déjà, est-ce qu'il y a un désir de grossesse? Il y a certains nombre de médicaments qui sont contre-indiqués en cas de grossesse. Vous avez tous entendu parler du valproate, des Dépakine. Mais aussi la contraception. Les patientes qui sont sous contraception, que vous mettez sous Tegretol, votre contraception, elle ne marche plus. Beaucoup d'inducteurs enzymatiques dans les médicaments antipépiques qui, du coup, diminuent l'effet de la contraception oestrogestative classique. Donc là aussi, si vous foutez du Tegretol et que votre patiente est sous pilule et qu'elle tombe enceinte d'une grossesse non désirée, vous pouvez être tenu pour responsable. L'étiologie, c'est moins vrai, et puis après, il y a toutes les comorbidités associées. Le poids, si un patient obèse, vous n'allez pas forcément mettre de dépakine. Le trouble du sommeil, les troubles psychiatriques, si le patient il a des troubles psychiatriques, vous allez éviter le Keppra, etc., etc. Encore une fois, c'est pour ça que je vous dis que c'est plutôt du ressort du spécialiste. Il y a pas mal de choses dont il faut tenir compte avant de débuter un médicament antipyrétique. Et puis un dernier point important, mais on vous en reparlera, je pense, de toute façon, c'est la prise en soin de l'état de mal. Donc l'état de mal, par définition, c'est une crise. Alors, l'état de mal tonico-clonique généralisé, c'est celui qui est le plus dangereux, le plus à risque de morbimortalité, c'est l'état de mal tonico-clonique généralisé. Donc ça, par définition, c'est montre en main, une crise généralisée qui dure plus de 5 minutes. Donc, patient qui est raide ou qui a des clonies pendant 5 minutes, ok? Ça peut paraître, et c'est très très long. En vrai, une crise d'épilepsie, ça dure 1 minute, 2 minutes maximum. Même une crise d'épilepsie généralisée, c'est très court. Ou bien, un patient qui fait plus d'une crise généralisée tonico-clonique, donc à partir de 2, sans retour à la conscience entre les crises. Et on définit le retour à la conscience de façon très simple, c'est la réponse aux ordres simples. Alors, pas un Glasgow ou quoi que ce soit. Est-ce que vous levez les bras, tirez la langue, ouvrez les yeux, votre patient est capable de faire ça. Il a repris conscience entre les crises. Bon. Néanmoins, votre patient qui répète les crises, vous êtes en droit de le traiter comme un état de mal. Parce qu'il y a la théorie et la pratique. Votre patient, même s'il reprend conscience entre les crises et qu'il refait plusieurs crises, alors soit ce n'est pas des crises, soit vous êtes en droit de le traiter comme un état de mal. On les classe selon deux critères, hein, donc persistance, manifestation motrice ou non, altération de la conscience ou non, et de toute façon, c'est une urgence thérapeutique. En fait, on considère qu'on a un temps T1 qui correspond à la durée normale, théorique d'une crise d'épilepsie, un temps. Et quand on dépasse ce temps T1, c'est que la crise, elle est trop prolongée par rapport à la durée normale d'une crise. Dans les crises d'épilepsie, enfin, dans les états de mal tonico-clonique généralisés, c'est 5 minutes, que je viens de vous dire. Dans les états de mal focaux, on considère que c'est 10 minutes. Les crises focales sont souvent plus longues que les crises d'épilepsie généralisées, de par ce décours temporel spécifique dont je vous ai parlé. Et puis, ensuite, on a un temps dit T2, où, au-delà duquel on a un risque de séquelles fonctionnelles ou une mortalité ou une morbidité qui va être élevée. Du coup, là, on va intensifier le traitement. Donc, au bout d'un temps T1, ce qu'on fait, c'est des benzodiazépines. Le plus souvent, c'est du Rivotril, 1 mg, une ampoule. On a le droit, ou ça peut être 10 mg de Valium. Donc, on a le droit de répéter 5 minutes après si ça ne fonctionne pas. Donc, le patient, il a 5 minutes de crise, vous faites 1 mg de Rivotril, ça ne marche pas, vous refaites 1 mg de Rivotril. Ça ne marche pas. Là, on fait des médicaments à longue durée d'action. Donc, les 3 qui sont recommandés, les 1, 2, 3, 4 qui sont recommandés, en tout cas qui peuvent être faits selon les recos, c'est le valproate. Alors, je ne vous donne pas les dosages, hein, le valproate, donc la dépakine, le Keppra, alors toujours en dose de charge, le Prodilantin, donc la phénitoïne, et le Gardénal. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. D'accord. Keppra est facile à mettre en place. Jamais trouvé que ça marchait très bien, mais bon, en fait, dans les méta-analyses, ça fonctionne. Le Prodilantin, il faut être scopé, ça peut donner un peu de rythme.
Le Gardénal, ça, c'est du phénobarbital, hein, d'accord, ça a un dépresseur respiratoire notamment. Et puis, ça diminue l'état de vigilance. Éventuellement être prêt à intuber le patient si jamais son état de vigilance se dégrade. Et puis la dépakine, finalement, c'est peut-être celui qui fonctionne le mieux, sous réserve qu'on ne peut pas le mettre, en théorie, chez la femme en âge d'avoir des enfants. Si ça ne fonctionne toujours pas, on peut répéter une deuxième dose d'un autre médicament. Si vous avez mis de la dépakine, vous pouvez mettre du Keppra. Si vous avez mis du Keppra, vous pouvez mettre du Prodilantin. D'accord? Et puis, si vraiment vous êtes inquiet, ou si on arrive au temps T2, là, c'est la neurosédation avec l'intubation orotrachéale. En général, c'est propofol hypnomel, mais ça peut être aussi du plateau, du pain total. OK? Bon, bien entendu, plus on va monter dans les... plus on va intensifier le traitement, plus on va être iatrogène. Hein. C'est pour ça qu'on essaye de temporiser au maximum, de ne pas aller vers l'intubation orotrachéale, parce qu'il y a des risques quand même derrière. Mais des fois, bien entendu, on n'a pas le choix. Si on n'a pas le choix, on est sur un état de mal réfractaire. Et si avec la première dose de traitement neurosédatif, donc le plus souvent hydrocropo, ça suffit pas, on est sur un état de mal super réfractaire. Encore sur autre chose, et c'est pas du ressort des urgences, mais là, on est sur de la réa. Vous allez tomber parfois sur l'état de mal classique du patient qui a une épilepsie, qui se sevre en médicaments et qui crise. On va dire que c'est le plus fréquent. Mais l'autre chose qui est très fréquente, c'est l'état de mal de novo. L'état de mal de novo, le patient il arrive, il est en état de mal. Et là, il va falloir comprendre pourquoi. Donc, il y a tout un bilan étiologique à faire. Vous retrouverez ça, mais si vous voulez, je pourrais vous le passer. Et notamment, bon, le bilan de recherche de formules sanguines, iono, etc., etc., mais aussi tout le bilan auto-immun et le bilan infectieux, parce que c'est les deux grands pourvoyeurs d'état de balle de novo, les infections cérébrales, enfin, les méningites, les méningoencéphalites, et les encéphalites type dysimmunitaire, encéphalite limbique. Pareil, hein, la priorité, même si le bilan étiologique il doit être fait rapidement, la priorité est au traitement symptomatique de l'état de mal, faire la PL bien entendu, mettre éventuellement de la cyclovir à visée probabiliste, ou des antibiotiques IV si jamais vous avez une forte suspicion de méningite bactérienne. Sinon, de façon probabiliste, on met très facilement la cyclovir, quitte à l'arrêter si la PCR revient normale. D'accord? Ça, du coup, je vous l'ai dit, je ne reviens pas dessus.